Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire du GRIG, donc le deuxième webinaire, le premier étant sur la maladie de Lyme que vous pouvez revoir sur notre site YouTube. Et donc là, ce soir, on va parler de rougeole. Alors ce webinaire ce soir, il est organisé par le GRIG avec l'énorme aide du Collège national des gynécologues obstétriciens français qui est représenté ce soir par sa présidente, Joëlle Belaïch-Allard, qui nous fait... Bonsoir à tous. Merci Olivier. C'est un plaisir effectivement pour le collège que de participer avec le GRIG à un sujet aussi intéressant et puis de saluer le dynamisme du GRIG et tout particulièrement de son président. Donc nous sommes ravis que ce séminaire, ce webinaire soit fait avec nous. Je ne pourrai malheureusement pas y assister en entier parce que j'ai une autre réunion, mais c'est avec plaisir que je vais écouter le début. Ce sera disponible de toute façon, puis il y aura le lien éventuellement sur le site du collège pour aller vers le site du GRIG. Donc merci beaucoup Joël et merci beaucoup au collège. Donc la soirée va se dérouler de la façon suivante. On va faire une petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas le GRIG. Et puis on va avoir donc un topo sur la rougeole avec, comme toujours avec le GRIG, un duo clinico-biologique pour voir tous les aspects de la maladie. Et on aura également le professeur Biran, pédiatre, qui à la fin pourra répondre aux questions de pédiatrie, en sachant qu'elle n'est pas sur le plateau ce soir. Elle sera en ligne. Donc on a deux messages importants. Donc le GRIG, c'est le groupe de recherche des infections pendant la grossesse. C'est une association qui a été créée il y a maintenant quelques années, qui a pour but de promouvoir la prévention, la recherche sur tout ce qui est infectiologie périnatale. Et vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur notre site internet, grig.fr, et puis sur notre page YouTube, où il y a beaucoup de vidéos pratiques qui ont été faites. Puisqu'on parle de recherche, cette année, pour la première fois, le GRIG va délivrer une bourse de 5 000 € pour un étudiant en Master 2. Et je vous laisse le suspense. Le lauréat de cette bourse sera annoncé à la fin de ce webinaire. L'autre chose, c'est que nous avons créé un petit livret que Christelle va vous présenter. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la deuxième fois, vous connaissez déjà, mais pour les autres, voilà, c'est le livret de conduite en infectiologie périnatale. Qui est écrit par énormément d'auteurs spécialistes de chacune des infections, à la fois toujours dans l'esprit du GRIG, un multidisciplinaire, un clinicien, pédiatre, un gynécologue-obstétricien, un biologiste. Et vous allez retrouver dans ce livret, format poche de blouse, toutes les conduites, les traitements, l'interprétation des examens biologiques. Il est disponible sur le site du GRIG. Il est vendu 10 €, ce qui sert juste à payer les frais d'édition. Il a son petit succès, on en est déjà à la deuxième édition. La première édition s'était écoulée à une centaine d'exemplaires. Donc voilà. Merci Christelle. On va pouvoir attaquer le webinaire proprement dit de la rougeole. Et donc, moi j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Caroline Charlier-Horter, qui est infectiologue à l'hôpital Necker et qui depuis longtemps adore tout ce qui est infectiologie périnatale. Donc c'est une clinicienne infectiologue qui va pouvoir nous donner son point de vue sur la rougeole. Et elle sera accompagnée ce soir donc, par le docteur Julia Dina, qui nous vient de Caen, du CNR rougeole et donc qui est virologue. On vous remercie toutes les deux d'avoir franchi les obstacles pour arriver jusqu'à ce cabinet, ce studio pour ce webinaire. On va vous laisser la parole, vous écouter attentivement. Ah, j'ai oublié de dire une petite chose, c'est que vous avez aussi un petit questionnaire sur le sujet que vous voulez qu'on aborde pour la prochaine session, pour le prochain webinaire. Vous aurez le choix entre 4 sujets qui sont les candidoses, la listériose, chère à Caroline, les vaccins ou la grippe. Donc vous choisissez un des 4 pour le prochain webinaire dont on vous tiendra informé pour la date. Caroline, Julia, à vous la parole pour parler de rougeole. Merci beaucoup. On s'est réparti la tâche ensemble cette fois-ci. Alors, on a voulu commencer par replacer le contexte épidémiologique et virologique et je crois que c'est toi, Julia, qui va commencer. Tout à fait. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités déjà, de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet tellement important. Donc je vais commencer avec une partie virologique. Donc je ne sais pas si on présente en même temps les diaporamas que nous avons préparés pour vous, pour représenter en images tout ce que nous avons fait. Alors est-ce que c'est comme ça? Tout à fait. Donc là vous avez un petit plan pour que vous ne soyez pas perdus dans les sujets qu'on va aborder. Donc on commence, comme on avait dit, avec la virologie, ce que le clinicien doit savoir. Ensuite, un petit point épidémiologique et surtout le point épidémiologique
biologique dans le contexte actuel, donc à l'heure des règles de distanciation sociale. Ensuite, Caroline va enchaîner avec la clinique, ce qu'il ne faut pas rater. Le diagnostic, je vais m'en charger en tant que biologiste, et puis donc les conséquences pour la maman et l'enfant, et bien sûr la prise en charge de la mère. Alors, pour ce qui est à la partie de virologie, donc je vais aborder plusieurs points avec vous, mais très rapidement pour situer un petit peu ce virus et puis donc vous réapprendre un petit peu ce que vous connaissez sur le virus de la rougeole. Alors très rapidement, le point sur la classification, importante, oui, juste pour vous dire que le virus de la rougeole donc, appartient à l'ordre des mononégavirales. C'est un paramyxoviridé, donc c'est la famille à qui il appartient, et dans le genre, là, entouré en rouge, morbillivirus. Alors, dans ce genre, c'est le seul virus qui infecte l'homme, et je voulais quand même vous dire, il est tout près d'un autre virus, d'un virus qui infecte les bovins, le Rinderpestvirus, le virus de la peste bovine, un virus qui a été complètement éradiqué en 2011 grâce à la vaccination plus ou moins obligatoire pour les bovins. Donc voilà ce que ça peut faire une vaccination. Effectivement, on peut arriver à se débarrasser d'un virus. Alors, le virus de la rougeole, c'est un virus ARN de polarité négative. C'est un virus enveloppé qui présente à sa surface donc deux protéines, la protéine H et la protéine F. La protéine H, c'est une hémagglutinine, et la protéine F qui intervient dans la fusion de ce virus avec les cellules cibles. Alors, donc vous voyez ici, c'est un génome qui est assez simple, donc qui code pour plusieurs protéines de structure qui sont colorées. Et entre les protéines, les gènes qui codent pour les protéines de structure, donc il y a des régions intergéniques en noir, plus ou moins grandes, dont l'importance est souvent de point de vue virologique pour la surveillance, pour l'analyse épidémiologique moléculaire de ce virus. Donc je ne vais pas me tarder ici. Alors juste un petit détail, donc vous voyez que il y a plusieurs génomes ARN qui se trouvent dans ce virus-là. Donc globalement on décrit ce virus avec un seul ARN, mais il y a des travaux très récents qui ont été menés par une équipe américaine et qui parlent du fait que probablement dans le virus de la rougeole, donc on peut retrouver plusieurs ARN, ce qui contribue probablement à une transmission très très efficace de ce virus. Et donc il intitule ses travaux « Stronger Together », donc plus fort ensemble. Alors, donc, on continue un petit peu avec cette partie virologique. Juste très rapidement, c'est un virus ARN. Les virus ARN, vous savez, ils sont souvent très variables. Pour le virus de la rougeole, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a une certaine variabilité donc, qui n'est pas très élevée pour ce type de virus. Surtout dans la région donc N450 que vous allez voir, elle est importante pour génotyper le virus, donc le décrire de façon moléculaire. Et puis donc au total, pour les protéines donc, les plus variables, c'est environ 7% de variabilité. Jusqu'à maintenant, il y a 8 clades qui ont été décrites, donc de A à H, et dans ces clades, 24 génotypes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la souche vaccinale, c'est une souche de génotype A. Et donc, quand on identifie un génotype A, c'est toujours la souche vaccinale. Il y a plus que 8 génotypes qui circulent depuis 2010, donc les dernières années, en fait, on a vu éliminer ou cesser de circuler un certain nombre de génotypes. Ceux qui sont toujours présents, donc, ils sont rapportés ici. Ce qu'il faut retenir est qu'actuellement en France, donc, on rencontre surtout les génotypes D8 et B3. Alors, un autre point important du point de vue virologique et que je pense c'est aussi important pour qu'un clinicien les connaisse, c'est le fait que ce virus utilise deux récepteurs. Et ces deux récepteurs, il les utilise de façon séquentielle. D'abord, donc une fois qu'il entre par les voies respiratoires dans l'organisme, il ne va pas directement infecter les cellules des voies respiratoires hautes ou basses, mais il sera capté par
les cellules dendritriques ou les macrophages et il va infecter ensuite les lymphocytes. Donc d'abord, il utilise le récepteur CD150, donc il est lymphotrope. Ensuite, donc via le système lymphatique, il va aller infecter donc, les cellules, d'autres types cellulaires dans les organes. Et donc, ce qu'il faut savoir est que c'est juste à la fin de cette période-là, le virus, il va revenir au niveau de l'arbre respiratoire, mais cette fois-ci par le pôle basal, et il va utiliser le récepteur nectine 4 qui donc le définit comme un virus épithéliotrope. Et donc c'est à ce moment-là que la réplication virale elle est très importante avec une destruction donc, des cellules présentes sur l'arbre respiratoire et une quantité très importante de virus sera produite et donc il va être transmis via la toux qui sera présente, donc les symptômes qui vont commencer à être là. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une période assez longue où on ne détecte pas de virion, donc entre l'étape où il est lymphotrope et l'étape épithéliotrope, il n'y a pas de détection de virus, pas la peine de le rechercher si vous avez la notion d'un comptage, et donc c'est complètement silencieux. Pour ce qui est de la transmission de ce virus, eh bien, je pense qu'on le connaît tous, mais on le rappelle quand même, c'est la star de la transmission, c'est le virus avec le R0, donc le plus élevé, de 12 à 18. Et si on le compare par exemple au virus influenza, on voit qu'il a quand même un certain nombre de performances entre le R0 de la grippe rapporté entre 1,4 et 4 et le R0 de la rougeole entre 12 et 18. Donc c'est un virus de transmission respiratoire, aérienne, mais aussi manuportée. Donc il faut savoir que 90% des personnes contacts qui ne sont pas immunisées seront infectées à partir d'un cas index. La contagiosité d'une personne infectée, elle est étalée entre 3 jours avant l'apparition des symptômes, donc l'éruption, et plus de 5 jours après l'apparition de l'éruption. C'est un virus qui, même s'il est enveloppé, il survit assez bien dans l'air, mais aussi sur les surfaces. Alors, un autre aspect important, je pense, pour un clinicien, c'est ce que l'on appelle le paradoxe immunitaire de la rougeole. C'est un virus qui, du fait de son lymphotropisme, il est responsable d'une immunosuppression généralisée dans la phase aiguë de l'infection. Donc il va altérer la composition des populations lymphocytaires, il va épuiser les lymphocytes B et T avec un impact qui sera prolongé. Eh bien, le paradoxe vient du fait qu'on sait, après avoir rencontré le virus, il y a une réponse immunitaire qui va produire des anticorps spécifiques de la rougeole avec une protection importante à vie. Donc finalement, la quantité d'anticorps est importante, mais la qualité de ces anticorps, elle est complètement perturbée. Et donc cela s'est décrit comme une immunosuppression généralisée qui ensuite elle est suivie d'une amnésie immunitaire, ce qui sera probablement responsable de toutes les complications qui peuvent s'étaler sur des mois, voire des années après la primo-infection par le virus de la rougeole, surtout pendant l'enfance. Alors, on aborde maintenant l'épidémiologie. Où en sommes-nous maintenant? Donc, je vais juste faire un petit point sur la circulation de la rougeole, donc dans les années 2020, mais un petit peu 2019, qui précèdent donc la pandémie SARS-CoV-2. Où en sommes-nous de la vaccination à ce moment-là? Un petit point sur la circulation de la rougeole en France, l'impact de la pandémie et puis quelques perspectives. Alors, où en sommes-nous? Dans le monde, donc on voit qu'il y a des hauts et des bas, mais le nombre de cas globalement dans le monde, suite à l'introduction de la vaccination, donc, a baissé de façon continue.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? On voit que malgré le succès qu'on a eu avec la vaccination, en 2019, donc un petit peu avant l'arrivée du Covid, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de cas de rougeole dans le monde, avec 870 000 cas rapportés donc en 2019. Eh bien, c'était une menace, le virus circulait un petit peu partout, beaucoup de pays ont rapporté des cas, dont la France, on va le voir. Donc en 2020, le nombre de cas a énormément baissé, donc on arrive à 89 000 cas qui ont été rapportés. Alors, pourquoi cela? Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce pic de cas de rougeole dans le monde? Eh bien, il est rapporté que le système, donc les systèmes de santé commençaient à être sous-financés et donc tout de suite après l'arrivée de la pandémie actuelle liée au Covid, donc il y a un arrêt par l'OMS des différentes campagnes de vaccination qui, voilà, on a eu un peu de mal à les reprendre, vous allez voir. Là, il y a une publication assez récente, en fait, qui est faite par un pays qui était champion de la maîtrise de la circulation du virus de la rougeole. C'est un pays qui avait déclaré son élimination en 2015, mais on le rappelle, c'est un pays aussi où le port du masque était assez habituel. Alors, donc cette publication, elle est sortie juste avant les Jeux Olympiques au Japon, où une crainte d'explosion, donc pas seulement de cas de Covid, mais aussi de la rougeole, a été donc exprimée par ces auteurs. Quelle est la situation en France? Eh bien, le nombre de cas déclarés en 2018 était de presque 3000. C'est pas loin en 2019, donc on voit que la France était dans une situation d'épidémie de rougeole. Alors, le contexte, donc en 2020, le contexte de la pandémie Covid-19, donc le virus a une circulation qui a été assez réduite. Elle a été limitée donc, à un certain nombre, enfin très peu de départements en France. On a eu donc seulement 240 cas qui ont été déclarés, confirmés, et donc ces cas concernaient surtout la période du début 2020. Ça a été rapporté donc jusqu'à avril. Ensuite, donc plus aucun cas n'était rapporté. Donc là, on voit donc sur cette image qui montre donc le nombre de cas de rougeole déclarés par semaine en France jusqu'au 30 juin 2021. Donc il y a quelques cas sporadiques donc, qui commencent à être déclarés en 2021. Alors, je vous parlais de retard de la vaccination. Eh bien, donc sur cette image que l'on peut, enfin vous pouvez la trouver sur le site de l'OMS. Donc on voit tout ce qui est en bleu, ce sont des campagnes de vaccination qui ont été reportées. Alors ce qui est en jaune, probablement reporté, donc on n'a pas vraiment des informations. Donc vous voyez qu'il y a un nombre important d'étiquettes. Toutes ces étiquettes-là signifient que il y a un risque important de reprise de la circulation du virus de la rougeole. Alors, qu'en est-il de l'impact de l'épidémie? Donc il y a peu d'études pour l'instant, donc il a été assez rapidement rapporté comme quoi probablement il y a un sous-diagnostic et puis des sous-déclarations voilà, qui sont probablement responsables de cette réduction du nombre de cas de rougeole. On pensait au départ que la distanciation sociale donc, a arrêté la circulation du virus, mais bon, tous ces aspects-là doivent être donc exprimés avec prudence du fait donc, des autres aspects comme voilà, ce que je viens de dire, sous-diagnostic, sous-déclaration. Donc vous avez ici un petit graphique qui montre, donc c'est en Angleterre, vous avez les périodes de vacances scolaires, donc la vaccination, donc en jaune ou moutarde, je ne sais pas comment on la voit, en 2020, donc la courbe de vaccination qui avait donc pas mal baissé, mais on voit qu'il y a une reprise
assez rapidement, quelques semaines plus tard, après le confinement donc qui avait arrêté effectivement l'efficacité de cette activité de vaccination. Alors, quelles sont les perspectives? Donc, ce qui est craint, en fait, c'est qu'on a un avenir assez dangereux qui se profile pour la circulation du virus de la rougeole. Donc là, on voit le nombre de cas, il était quand même assez élevé et il ne cessait pas de monter depuis 2016. Jusqu'en 2019, donc vous voyez là c'est le nombre de décès donc rapportés sur ce tableau-là. Alors les 6 régions de l'OMS ont signalé l'interruption des activités de vaccination, que ce soit des vaccinations de routine ou alors des campagnes de vaccination. Et sur les 101 pays donc, qui ont annulé, dans 56 au cours des 6 premiers mois de la pandémie. Alors la pandémie donc, de Covid-19 laisse un héritage qui est critique, c'est un gap donc, immunitaire, particulièrement dans les pays vulnérables, comme on l'a vu dans le diapo précédent, et qui exige donc une action assez urgente pour inverser la probable donc, réémergence du virus de la rougeole. Alors je te laisse la parole. Caroline, donc on passe à la partie clinique. Merci Julia. Alors avec tout ce qu'on a entendu, on entend bien que cet avenir où on espère se démasquer sera peut-être un avenir où des populations vulnérables se démasqueront et risquent de contracter la rougeole. Alors c'est quand même le moment de se rappeler à quoi ça ressemble et de ne pas la rater, cette rougeole chez la femme enceinte. On va voir pourquoi après. Alors, pas la rater, on pourrait dire que c'est simple, puisqu'il y a très peu de rougeole asymptomatique. Contrairement à d'autres maladies éruptives, la rougeole, on la voit, il y a moins de 10% de formes dites asymptomatiques. Une rougeole chez une femme enceinte, ça ressemble à une rougeole en population générale. C'est la même sémiologie, mais c'est plus grave, et on va voir comment. L'incubation, tu l'as dit, Julia, c'est la même, 10 à 14 jours. Et il y a une évolution en phase qu'on a appris quand on était petit, mais on va quand même se remettre des belles images dans la tête pour être capable de bien la repérer. Donc il y a d'abord cette phase d'invasion qui dure quelques jours, qui est une phase fébrile le plus souvent, une phase qu'on appelle de catarrhe, tout coule, le nez coule, les yeux coulent, on tousse. Ça ressemble à un rhume en fait. Les gens sont assez bouffis. On décrit le visage bouffi des enfants, mais on le décrit aussi chez les adultes. Avec l'énanthème, le fameux signe de Koplik, qui n'est pas constant, mais quand il est présent, qui est vraiment évocateur. Alors je vous ai mis là quelques images. Le premier signe de Koplik que je l'ai vu, j'ai pris pour un muguet. C'était des taches sur la face interne de la joue, qui parfois sont microscopiques, comme vous voyez là, c'est un toute petite tache blanche et à peine visible. Alors là, vous voyez, c'est un peu plus grand, et puis on ne les loupe pas, normalement c'est autour du canal de Sténon. Mais en fait, ça peut être comme ça, des taches assez copieuses. Et donc là, notamment quand quelqu'un a sur un tableau fébrile et ORL prescrit par erreur des antibiotiques, eh bien on peut parfois se faire prendre. Donc ça, c'est un signe de Koplik. Et vous voyez, ça ressemble à des microscopiques taches ou à des taches plus intenses, accompagnées d'une rhinorrhée, d'une toux et de fièvre chez quelqu'un qui n'est pas immunisé contre la rougeole. Alors après cette phase d'invasion pas très spécifique, en dehors du Koplik qui nous aide énormément, survient la phase d'éruption, l'éruption morbilliforme. Alors elle commence généralement sur la tête, derrière les oreilles, et puis elle descend. Elle descend en 3-4 jours, elle dure une semaine, et puis elle disparaît, avec parfois une phase de desquamation, qui est un peu le processus de cicatrisation cutanée. Normalement, la fièvre descend assez vite, et quand elle ne cède pas, c'est un signe d'alerte pour les cliniciens qui nous fait penser qu'il y a une des complications fréquentes, conséquences de l'immunosidération dont a parlé Julia, c'est les surinfections bactériennes. Alors l'éruption, je vous ai mis différentes images ici, alors plutôt des messieurs, mais on va considérer que c'est pareil chez une femme enceinte. Ça peut être parfois une éruption assez pâle, mais continue avec des intervalles de peau saine un peu émiettée au niveau de cette peau érythémateuse qui est chaude, qui ne gratte pas normalement, qui donc a cette évolution descendante à partir du tronc et qui est parfois pâle, un peu comme une rubéole, souvent assez intense, en particulier chez l'adulte, et qui peut évoquer assez volontiers une toxidermie. En fait, ça ressemble assez à ça.
Alors, il y a des formes atypiques, sinon ça ne serait pas amusant. Il y a des formes atypiques chez les sujets incomplètement vaccinés. Et ça, c'est un sujet en France et c'est un sujet chez nos femmes enceintes, parce qu'il faut se souvenir que 10% des femmes adultes n'ont reçu que 0 ou 1 dose de vaccin. Les femmes en âge de procréer. Donc, chez elles, le tableau peut être atypique. Si quelqu'un a reçu, mais un peu trop tard, les immunoglobulines dont on va parler, eh bien, on peut avoir des formes démasquées atypiques également, avec parfois des éruptions, je vous dis, qui sont très intenses généralement chez l'adulte, mais qui peuvent être relativement modérées et passer, je ne vais pas dire inaperçues, mais enfin être relativement modestes. Les incubations médianes, on l'a dit, sont de 10 à 14 jours, parfois c'est plus long, puis parfois ça commence à l'envers, par les mains, ça remonte, ce n'est pas toujours typique. Il y a des formes graves, ça on va l'aborder un peu plus tard dans les complications. Ce n'est pas juste l'apanage des femmes enceintes, c'est aussi l'apanage des âges extrêmes dans la vie. On va parler du nouveau-né, mais c'est aussi les sujets âgés, c'est vraiment rare chez le sujet âgé. On connaît les rougeoles malignes des enfants carencés en vitamine A dans les pays qu'on appelle émergents, et puis les formes rares et compliquées du sujet immunodéprimé. On va en dire un mot. Tu veux parler du diagnostic, puisque finalement une fois qu'on a cette éruption, je te passe la balle. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Alors, pour faire le diagnostic, donc pour commencer, on va juste se rappeler un petit peu l'évolution de ces marqueurs virologiques au cours de l'infection par le virus de la rougeole. Donc, on retrouve dans ce schéma un petit peu les moments clés de cette infection avec la période d'incubation dont tu viens de parler, de 14 jours. Le J0 qui est le jour de l'éruption, c'est à ce moment-là qu'on commence à suspecter la rougeole et donc voir qu'est-ce qui se passe autour de ça. Alors je vous ai dit plus tôt, en fait jusqu'à 2 jours avant l'éruption, c'est complètement silencieux, donc pas la peine de chercher à faire un futur diagnostic, si jamais vous avez la notion de comptage. Alors, la virémie, elle est très courte, donc le sang, ce n'est pas un prélèvement très bon. Du coup, ça dure peu de temps. On peut éventuellement aller regarder, donc si jamais le virus il est présent, si on se retrouve à ce moment-là. Ensuite, donc, il y a quelques jours après, donc l'apparition, enfin la réponse immunitaire, l'apparition des IgM dans les 2-3 jours après l'apparition de l'éruption, et puis les IgG qui apparaissent plus ou moins de façon concomitante avec les IgM. Alors, la PCR, donc c'est la RT-PCR, le virus, donc il peut être recherché quelques jours avant jusqu'à 5, 10, 12 jours après l'éruption. Et on va voir dans quel type de prélèvement. Plusieurs prélèvements peuvent être réalisés pour une recherche directe par RT-PCR. C'est le prélèvement salivaire, on va le décrire tout de suite pour ne pas confondre avec un écouvillonnage de bouche. L'écouvillonnage nasopharyngé, que maintenant on maîtrise tous tellement on a fait ce type de prélèvement. Et aussi le virus, il est présent, il est excrété dans les urines. Alors, donc, les IgM et les IgG, on peut les rechercher à la fois dans le sérum, mais aussi dans le prélèvement salivaire. Ceci dit, dans la salive, il y a des kits qui sont dédiés, donc il y a juste des laboratoires spécialisés, voire que le CNR qui peut le faire. Mais c'est un bon prélèvement parce qu'on peut faire la recherche directe et aussi la sérologie là-dedans. Donc voilà, la période de contagiosité, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, donc c'est de quelques jours avant, jusqu'à 5 jours avant l'éruption et jusqu'à 5 jours après l'éruption. Donc voilà l'évolution de ces marqueurs virologiques. Quant aux échantillons, alors qu'est-ce qu'il faut faire comme prélèvement, pourquoi et puis comment l'envoyer au laboratoire pour faire le diagnostic? Ça c'est important à savoir. Alors le sérum, c'est un prélèvement qui est simple à faire. Dans ce type de prélèvement, donc, on va pouvoir faire la recherche des anticorps spécifiques, les IgM et les IgG. On a donc l'écouvillonnage nasopharyngé ou l'écouvillonnage de gorge, ce sont des très bons prélèvements pour une recherche directe. Mais dans ce type de prélèvement, donc, on va pouvoir faire seulement la PCR, donc on n'aura pas des informations sur la réponse immunitaire. Ceci dit, si on se trouve dans la bonne période, c'est un diagnostic de certitude qui va aussi nous permettre d'identifier le génotype, tellement important pour la surveillance épidémiologique. Il y a les urines, on ne pense pas souvent, mais effectivement, c'est un bon prélèvement des urines sur un tube sec qui vont nous permettre, donc ce prélèvement va nous permettre de mettre en évidence le virus par PCR
avec l'identification du génotype. Et donc, je vous ai parlé un prélèvement qui est utilisé donc en France et puis aussi en Angleterre et dans d'autres pays pour le diagnostic. C'est un prélèvement qui est très facile à réaliser, donc facile à faire chez les tout petits bébés, chez les personnes qui ont peur éventuellement d'un prélèvement de sérum. Ce prélèvement salivaire consiste en quoi? En fait, on va, à l'aide d'une mousse, cette petite mousse bleue qu'on voit dans ce tube-là, commencer à frotter entre la gencive et puis la muqueuse donc intérieure de la joue. Il faut frotter plus d'1 minute pour stimuler la sécrétion salivaire, mais aussi rattraper un petit peu de cellules. Et donc ce prélèvement-là, qui est riche en cellules, qui va être facile à conserver, il n'y a rien en fait dans ce tube-là, va être mis dans le tube et puis envoyé. En France, donc, on utilise la poste en fait dans une enveloppe dédiée pour l'envoyer au CNR pour faire le diagnostic. Et donc ce prélèvement va nous permettre de faire le diagnostic direct par RT-PCR et aussi la mise en évidence des anticorps, les IgM et les IgG, je le répète, avec des kits dédiés pour la recherche dans la salive. Alors, une partie assez importante pour le rappeler donc, aux cliniciens, il y a le prélèvement, il y a la demande de la recherche, mais n'oubliez pas de nous envoyer les renseignements. On est tellement avides, et je pense qu'on appelle souvent dans les cliniciens prescripteurs. Donc, il ne faut pas oublier que la rougeole, c'est une maladie à déclaration obligatoire, donc il faut aussi le faire dès la suspicion de l'infection. Il ne faut pas attendre le résultat du laboratoire, donc quitte à éventuellement ensuite donc enlever la suspicion de ce cas. Il faut mettre donc le nom, le prénom du prescripteur avec son adresse, puisque sinon on ne sait pas à qui communiquer. La nature de l'échantillon, puisque le type de recherche qu'on fait, c'est quand même important de savoir sur quoi on travaille, sinon on ne travaille pas bien. La date du prélèvement, les antécédents de vaccination, c'est aussi très important. Et donc, on n'a pas parlé pour l'instant, mais suite à une vaccination, il est possible aussi d'avoir une rougeole post-vaccination qui n'est pas suivie d'une gravité. Mais c'est important d'avoir cette notion. Si jamais la vaccination a eu lieu dans les semaines ou alors les 2 mois qui précèdent le prélèvement, donc on peut faire une recherche pour savoir s'il s'agit du génotype vaccinal ou pas, et donc éliminer éventuellement la possibilité d'une complication au cas où il s'agit du génotype vaccinal. Alors, préciser les signes cliniques, la date de naissance bien sûr, et puis très important, la date de l'éruption. Pourquoi la date de l'éruption? C'est parce que donc, pour les IgM, on a vu, ils apparaissent 3 jours après l'éruption. Si on fait le prélèvement dans les 2 jours qui suivent l'éruption, eh bien, ils risquent d'être négatifs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une rougeole. Donc, avoir la date de l'éruption, ça nous permet aussi de conclure le résultat. Alors, pour la sérologie, on va chercher des IgM et des IgG dans le sérum ou dans la salive, on l'a dit. Il faut faire attention, je le répète, aux faux négatifs possibles dans les 2 à 3 jours qui suivent l'éruption. C'est une technique, une recherche qui est accessible et pas chère. Et il ne faut pas oublier donc, la biologie moléculaire qui est de plus en plus disponible, de plus en plus facile à utiliser sur les prélèvements directs qui sont des prélèvements respiratoires, les urines, la salive, ça peut être aussi dans des contextes particuliers le LCR et donc dans la période virémique que vous avez vue très courte dans le sang ou le sérum. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Attention, la biologie moléculaire peut se retrouver aussi en défaut. On a déjà rencontré des kits pour lesquels un petit changement dans le génome du virus fait que on ne l'a détecté plus. Donc vous imaginez les conséquences de rendre un résultat négatif pour une personne qui a vraiment la rougeole. Donc je le répète, c'est possible et donc en tant que clinicien, donc insistez si vous avez une forte suspicion. Alors pour la grossesse, donc
rien de vraiment particulier que dans la population générale, mais on le répète, donc pour la femme enceinte, quand il y a la suspicion de rougeole, il faut réaliser une sérologie, mais aussi la recherche de l'ARN viral par RT-PCR. Je répète aussi le fait que la présence des IgG est compatible, sans IgM, est compatible avec une immunisation. Il ne faut pas donc extrapoler et aller jusqu'à une protection. Il faut faire très attention à cela aussi, on va un petit peu en discuter. Et donc la protection, elle est considérée comme étant très probable quand on a la preuve d'une vaccination avec 2 doses de ROR, donc chez la femme enceinte. Et donc pour la recherche in utero, quand il y a la suspicion de rougeole, donc la recherche dans le liquide amniotique ou sang fœtal est complètement inutile, le virus ne sera pas présent. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais le virus peut être présent dans le placenta. Il infecte le placenta, néanmoins, il n'y a pas, je te laisserai dire après, donc des conséquences sur le fœtus. Chez le nouveau-né, donc après une rougeole maternelle en fin de grossesse, le nouveau-né donc asymptomatique, on va réaliser la recherche par PCR, la recherche directe de l'ARN. Alors la sérologie, par contre, il faut attendre plusieurs mois parce que donc on risque d'avoir une fausse interprétation des résultats en fonction s'il y a une transmission de la mère ou pas au moment de l'accouchement. Alors, pour le nouveau-né atteint de rougeole, la recherche de l'ARN peut être faite donc, dans le pharynx, dans les voies respiratoires, et puis on peut aussi faire une sérologie si les IgM sont présents, donc c'est une preuve que le fœtus a été infecté. Alors, juste avant de parler des complications, un petit peu, rappelez qu'il y a un diagnostic plus ou moins spécialisé pour les complications qui sont les plus graves de la rougeole. Et là, je rappelle surtout les complications neurologiques qui sont 3. L'encéphalite post-infectieuse, alors le diagnostic, il ne faut pas chercher directement le virus, c'est juste un diagnostic récent de rougeole qui va nous aider à relier, donc à faire le lien entre l'encéphalite post-infectieuse et la rougeole. Donc c'est une complication qui apparaît dans les quelques semaines qui précèdent la rougeole, quelques semaines qui ont précédé les signes cliniques d'encéphalite. Alors la deuxième complication neurologique grave de la rougeole, c'est l'encéphalite à inclusion ou MIBE en anglais, Measles Inclusion Body Encephalitis. C'est une complication qui apparaît chez les patients immunodéprimés. Alors au moment de l'infection aiguë, il y a une absence complète de signes cliniques. Pourquoi? Parce que ces patients immunodéprimés, il n'y a pas de réponse immunitaire, donc pas d'éruption. On ne le voit pas passer ou alors peut-être une espèce de petit rhume qui peut être rapporté quand on fait l'anamnèse. Alors l'encéphalite, donc ça va apparaître 3 à 6 mois plus tard. Et le diagnostic, il est biologique, en tout cas, il est assez compliqué parce que la mise en évidence du virus est surtout au niveau de la biopsie cérébrale, qu'on ne va pas faire si facilement que ça, mais vu l'évolution grave, on est souvent amené à faire cette biopsie cérébrale et donc on va pouvoir mettre par biologie moléculaire en évidence le virus. Parfois, le virus il est aussi présent dans le LCR, mais dans une toute petite quantité, on risque de passer à côté. Et puis, donc, la complication très grave donc, de la rougeole, qui est la panencéphalite sclérosante subaiguë, c'est la PES. Complication, donc Caroline vous parlera plus tard, donc je ne vais pas m'attarder sur comment ça se présente. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire ce diagnostic, donc, il faut mettre à l'évidence une synthèse intrathécale d'anticorps spécifiques, donc anti-rougeoleux. C'est un examen qui est assez difficile. Cette analyse donc, demande d'avoir des prélèvements en parallèle. Le LCR
et le sérum, donc prélevés à peu près au même moment, pour s'assurer qu'il ait vraiment donc, une production spécifique dans le liquide céphalorachidien et que la barrière hémato-encéphalique elle est intacte. Alors là, juste pour rappeler donc, aux cliniciens qu'est-ce que c'est que les IgG, donc la présence des IgG dans les prélèvements. Souvent, on a cette question au laboratoire, alors que ce soit pour une femme enceinte ou alors pour un personnel de santé, on nous demande, alors les IgG sont présents, je ne sais pas si j'ai une ou deux doses, est-ce que ça veut dire que je suis immunisée et protégée? Alors, immuniser quand les IgG sont présents, oui, sans aucun doute. Par contre, donc, il faut faire très attention à l'interprétation de ces résultats-là parce que donc, le lien entre la présence des IgG et leur capacité à neutraliser le virus n'est pas tout à fait facile à interpréter en fonction des tests, en fonction des titres d'anticorps et tout ça. Et donc là, pour vous le rappeler, donc vous avez ici une image qui montre que parmi la totalité des IgG spécifiques, donc le pool d'IgG détectable par ELISA dépend des antigènes viraux qui sont présents dans le test et de leur affinité pour les IgG éventuellement présents dans le sérum. Donc, les IgG, oui, égale immunisation, protection, à voir. Alors, il y a un taux, je pense que je l'ai mis un petit peu plus tard, qui a été rapporté comme étant équivalent à une neutralisation donc, du virus, qui est supérieur donc, à 120 milliunités internationales par millilitre, mais il faut aussi faire attention, ces titres ont été déterminés à partir d'un faible nombre d'échantillons avec des analyses qui n'ont pas été toujours faciles à reproduire. Et donc, je te laisse continuer avec les conséquences pour la mère et l'enfant. Merci beaucoup. Alors, les conséquences chez une femme enceinte, c'est toujours pareil. Il y a les conséquences pour la maman, les conséquences pour la grossesse, pour le fœtus, et puis pour le nouveau-né, puisque c'est une maladie qui se file tout au long des étapes de la vie intra- et extra-utérine. Alors pour la maman, cocorico, la première personne qui a étudié la rougeole chez la femme enceinte, c'est un Bordelais, c'est un Français, Nouva, Jean Nouva. Il a fait une thèse magnifique qu'on peut trouver à la bibliothèque de l'Odéon, 1904. Il a compilé 84 cas depuis le XVIe siècle. Ça, c'est la photo de la thèse qu'on trouve à la bibliothèque de l'Odéon. Il avait tout dit, en fait. C'était absolument génial, ce travail, qui n'est pas assez cité. Donc voilà la phrase clé. 6 fois le sort des femmes n'est pas mentionné. 30 fois la guérison fut normale, 84 cas. 12 fois la guérison fut lente. 12 décès sur 84 cas, dont 2 par pneumopathie et d'autres dans des contextes d'avortement et de prématurité. Là, le premier cas, c'est la femme du bourgmestre dans une ville allemande au XVIe siècle. Et le dernier cas, c'était celui dont il s'est occupé, jeune interne, et cette thèse. Et en fait, il avait tout dit. Alors depuis lui, vous allez voir, presque personne n'a égalé ce travail. Personne, en fait, sauf peut-être les Danois. C'est la deuxième ligne de ce tableau, Christensen. Les Danois qui sont allés au Groenland et qui ont apporté à cette population pas immune la rougeole. Et la moitié du Groenland a développé la rougeole. Il y avait beaucoup de femmes enceintes. Et je vais vous montrer les résultats de cette publication danoise qui enfonce le clou qu'avait planté Jean Nouva à Bordeaux en 1904. Après, les séries sont de plus petite taille, on va peut-être dire heureusement. Il y a des séries américaines, il y a un travail saoudien, et puis un travail récent qui a fait l'objet d'une très belle publication dans CID, d'Ogboanou, un travail namibien, et qui vous dresse comme ça une photo du tableau historique de la rougeole, Jean Nouva, du tableau avec les améliorations médicales, la prise en charge à la fois obstétricale et infectiologique et microbiologique, et puis dans d'autres régions du monde, ce qui met en balance le poids de la performance du système de soins dans la capacité à prendre en charge les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On peut dire qu'il y a un excès d'hospitalisation, ça tout le monde est d'accord. Toute série, tout travail, toute zone géographique confondue, un risque qui est évalué à x2, à x3. On hospitalise quasiment toujours une femme enceinte avec une rougeole en réalité, avec les règles de précaution que tu as rappelées, Julia, puisque c'est une maladie éminemment contagieuse.
Il y a un excès de pneumopathie. Et ici, je parle 1 de pneumopathie virale, 2 aussi de surinfection bactérienne bronchopulmonaire. Alors, dans le travail saoudien, le risque est multiplié par 2. Dans un travail américain, c'est 25% de pneumopathie virale, même 40%, mais c'était données cliniques dans le travail namibien. Et puis, Casalegno, c'est une série française, 30% de pneumonie, et j'ajoute 33% de cytolyse hépatique. À ces pneumopathies virales et bactériennes vient en miroir un excès de décès maternels. Alors c'est intéressant de regarder le travail historique, 15% de décès maternels à l'époque de la prise en charge spontanée, c'est un peu la photographie spontanée, donc la rougeole, maintenant on peut s'en convaincre, n'est pas du tout une maladie anodine pour une femme enceinte, en reprenant les mots de Louvain et en voyant qu'un tiers de ces décès est vraiment lié à une sévérité de la rougeole en tant que telle, et 2 tiers à des complications liées aux accouchements prématurés, à des hémorragies, à la délivrance. Quand on progresse dans la prise en charge médicale des femmes et qu'on se rapproche des données danoises Christensen et des données américaines des années 90, on voit que la mortalité diminue mais est augmentée par rapport à la population générale, 3 à 5%, avec un risque multiplié par 6 dans la série américaine. Et que dans des contextes géographiques et peut-être où la prise en charge est hétérogène, eh bien le papier Doc Boinou, eh bien on remonte à des niveaux qui ne sont pas heureusement au niveau historique qu'on pourrait dire spontané, enfin qui alertent sur la dangerosité de la rougeole chez les femmes enceintes. Vous voyez là juste ce crop de ce tableau américain, donc de CID, pardon, le travail saoudien. Vous voyez la mortalité maternelle des femmes namibiennes avec une rougeole par rapport à des femmes qui étaient hospitalisées pour d'autres situations sans rougeole. Eh bien la mortalité maternelle est multipliée par 10 et les hémorragies au moment de l'accouchement sont multipliées par 3. Alors, c'est quoi les complications un peu plus précisément dont on parle? Donc, au-delà de la pneumopathie virale, dont j'ai commencé à vous dire un mot, et en mettant de côté la pneumopathie rougeoleuse de l'immunodéprimé, qui est vraiment une entité particulière, qui généralement, d'ailleurs, un peu comme les encéphalites que tu décris, n'ont pas forcément de lésions cutanées, la première complication de la rougeole, celle qui nous obsède, c'est la surinfection bactérienne. Pour l'immunosidération dont tu as parlé, et qui concerne en fait tout l'arbre broncho-respiratoire, donc c'est des surinfections ORL, des sinusites, plus rarement des otites, des bronchites, des pneumopathies. 7% des cas dans la population générale. Je n'ai pas de données spécifiques chez la femme enceinte. Et un point d'appel pour ça, c'est l'augmentation de la toux, l'augmentation de la purulence de l'expectoration, et puis la persistance, voire l'aggravation de la fièvre, au-delà de ces 3-4 jours initiaux. Et ça, quand même, c'est un signe qui nous fait redouter la surinfection bactérienne. Les hépatites cytolytiques, on les décrit chez tout le monde. Les thrombopénies, elles sont classiques. Les myocardites, elles sont rarissimes. J'en ai jamais vu chez des femmes enceintes. J'en ai vu une chez un jeune adulte, mais il faut les connaître. Et puis les complications neurologiques, Julia, tu as commencé à les aborder. Je voudrais, sans faire le détail, parce que certaines, elles sont globalement très rares, et heureusement, et puis certaines sont l'apanage des enfants ou des immunodéprimés, mais pour le rappeler en 4 carrés, il y a l'encéphalite aiguë, qui est la plus fréquente, mais qui est quand même très rare, c'est 1 sur 1000. En fait, c'est une méningoencéphalite, et c'est aigu, c'est pendant le rash, et c'est une maladie grave, c'est une encéphalite virale grave, qui laisse des séquelles dans 1 tiers des cas. Il y a l'ADEME, le tableau démyélinisant de récupération à la phase de récupération de la rougeole, dont tu as parlé, et qui est plutôt un diagnostic clinique avec une signature IRM, qui est un tableau d'anomalie de la substance blanche et démyélinisant. Il y a la panencéphalite subaiguë sclérosante, dont tu as parlé, et qui survient des années après une rougeole, en particulier des rougeoles de l'enfant et du jeune adulte. On va en redire un mot un peu plus tard. Qui est un tableau dégénératif constamment mortel. Donc c'est des enfants qui attrapent très tôt la rougeole, qui guérissent, et puis qui développent un tableau neurologique dégénératif en l'espace de quelques semaines qui est fatal. C'est rarissime, hein, il y a moins d'1 cas par million d'enfants qui auraient attrapé la rougeole, mais c'est l'obsession absolue. C'est pour ça qu'il faut noter la rougeole sur un carnet de santé, et je pense que nos collègues pédiatres voudront rebondir et commenter largement ce tableau. Puis l'encéphalite à inclusion dont tu as parlé, je vais passer vite parce que c'est vraiment un tableau de l'immunodéprimé, et là on est là pour parler des femmes enceintes en général. Alors, justement, cette transition vers le fœtus, qu'est-ce qu'on peut en dire sur la grossesse et le fœtus? Alors, la rougeole, c'est tout sauf simple. Et ça fait tout sauf des malformations, pour le résumer. Alors,
ok, il n'y a pas d'excès de malformation, mais il y a un excès de fausse couche et de mort fœtale in utero. C'est quand même 18% des grossesses, tous termes confondus, qui vont se compliquer d'une fausse couche ou d'une perte fœtale. Et qui survient très tôt, dans la même filée de la rougeole. C'est dans les 14 jours suivant le début de la rougeole. Ce n'est pas 2 mois après, c'est pendant cette infection extrêmement symptomatique. J'aimerais quand même rappeler un chiffre. On dit que toutes les rougeoles sont hospitalisées, mais 40% des rougeoles des adultes sont hospitalisées tellement ce sont des tableaux cognés. C'est des gens qui ont 42 fièvres, qui sont rouges, écrevisses, qui toussent comme des baleines. Un adulte avec une rougeole, c'est vraiment cogné. C'est bien plus qu'un petit enfant qui déjà n'a pas l'air d'adorer ça. Et alors une femme enceinte avec toutes les modifications physiologiques qu'on lui connaît, l'hypervolémie, la diminution de la capacité respiratoire, de la résistance à la fièvre, la résistance à l'atteinte pulmonaire, eh bien, elle est particulièrement affectée. Et donc, dans ce tableau extrêmement cogné, elles sont toujours hospitalisées, eh bien, dans la filée de ça, eh bien, un excès de fausse couche et de mort fœtale in utero. Un excès de prématurité aussi. Et donc, là, c'est assez clair dans les séries à la fois namibiennes et américaines que le taux de prématurité pour des rougeoles survenant dans la période de viabilité de fœtale est de 25%. C'est une femme sur 4 qui fait une rougeole dans sa période après 25 semaines qui va accoucher prématurément dans la filée de sa rougeole. Donc, alors, je vous ai mis les chiffres en population générale que peut-être, Olivier, tu veux commenter, mais on voit que c'est un événement qu'il faut surveiller et qu'il faut gérer vraiment à 4 mains, avec même à 6 mains, avec un obstétricien, un pédiatre, un clinicien, pour la prise en charge une fois que le diagnostic est porté. Bon, il y a aussi un excès de complications obstétricales, notamment d'hémorragie de la délivrance. C'est ça qui faisait mourir les femmes au XVIe siècle. C'est ce qui a fait mourir la femme du bourgmestre en Allemagne, le premier cas de Nuva. Mais ça continue à être très présent. Et vous voyez d'ailleurs de manière assez hétérogène en fonction des régions géographiques, ce qui pointe vraiment la qualité de la prise en charge obstétricale pour le devenir de ces femmes avec une rougeole. Et donc, voilà, le problème est probablement multifactoriel. Une maladie très cognée chez l'adulte, encore plus cognée chez la femme enceinte, et où il y a vraiment besoin d'un tandem, voire d'un triplet, avec une prise en charge très énergique de la femme et de son infection. On peut passer sur cette diapo que vous pourrez regarder dans le détail. Alors, pour l'enfant, eh ben, en fait, on a un peu transformé ces dernières années notre vision de comment la rougeole passe de la mère à l'enfant. Et c'est un travail auquel on a tous participé autour de cette table, donc on peut vous en parler de première main. Donc, ce qu'on savait tous depuis longtemps, c'est qu'il y avait un truc qui s'appelle la rougeole congénitale, qui est une maladie grave et qui survient quand la maman fait une rougeole dans les 10 derniers jours de sa grossesse. Et là, elle est virémique et elle passe ce virus à son bébé. Finalement, elle ne passe pas la réponse humorale protectrice qui permet à ce bébé de guérir in utero. Et donc, finalement, le bébé a, un peu comme pour les varicelles de fin de grossesse, une sorte de perfusion expérimentale de virus, mais pas la solution à son problème. Et donc, après la naissance, mais avec une incubation plus courte qui traduit bien la transmission in utero, il développe un tableau de rougeole sévère, de rougeole qui était un tableau de rougeole disséminée de l'immunodéprimé avec les atteintes encéphaliques, les atteintes pulmonaires qu'on a évoquées, et qui était associé à une mortalité élevée avant l'ère des immunoglobulines qui ont transformé le pronostic de ces bébés. Il restait quelque chose que Campbell, c'est un travail à la fois britannique et américain, qui pointe un surrisque chez ces enfants contaminés in utero et donc contaminés très précocement dès le début de leur vie, de pas d'encéphalite subaigus-sclérosante. Et dans ce tableau très particulier, mais les observations se comptent sur les doigts de 2 mains, des enfants qui acquièrent la marche et qui se dégradent au plan de l'acquisition, des acquisitions neuropsychomotrices et qui développent en fait des tableaux mortels. Ils marchent, ils se lèvent, ils parlent et ça se redégrade et en fait c'est une PESS. D'où l'importance de noter sur le carnet de santé de ces bébés qui a eu une histoire de rougeole, même si ces observations, et c'est quand même un message de réassurance, sont exceptionnelles. Et voilà, Campbell pointe bien ça et c'est important de se le dire et de ne pas l'oublier. Et puis alors après, notre petite pierre, c'est d'avoir, au moment des vagues de 2016-2017, compilé des observations de rougeole chez des femmes enceintes et d'avoir pu suivre, pister les mères pour récupérer les prélèvements à l'accouchement et savoir ce que ces mamans et ces bébés étaient devenus. Alors on n'a pas beaucoup, on en avait 5,
des rougeoles de maman entre 14 et 19 semaines d'aménorrhée, des rougeoles de maman standards. Certaines avaient des pharyngites et une petite rousseur, puis d'autres avaient 40 de fièvre, la pneumonie. Aucune n'était grave au-delà de ça, mais enfin c'était quand même assez cogné. Les mamans étaient avec des diagnostics prouvés. Et alors, une chose intéressante et qui nous a beaucoup surpris, les enfants, 2 sur 4, avaient des signes indiscutables de rougeole, alors qu'ils étaient asymptomatiques. Ces enfants allaient parfaitement bien, ces enfants vont parfaitement bien à 5 ans, et ces enfants, 2 sur 4, avaient l'un une PCR salivaire positive, l'autre des IgM positifs dans la salive. Les IgM ne passent pas de la mère à l'enfant, c'est bien leurs IgM, puis la PCR salivaire, 25 semaines après l'infection maternelle, signait bien l'infection congénitale, passée inaperçue, mais de ces enfants. Les conséquences à long terme de ces infections, on ne les connaît pas. Ces enfants, on les a rappelés à 4 et 5 ans, ils allaient bien. Un avait des lésions de l'émail dentaire, difficile à rattacher. Mais voilà, il faut le consigner, et c'est important. Et ça positionne aussi probablement la question de l'isolement de ces enfants. Il y en avait un quand même dont la mère a fait une rougeole 3 mois avant, et qui excrète, en tout cas qui avait la signature d'acides nucléiviraux dans la salive, qui questionne quand même le fait d'isoler ces enfants. On n'a pas pu faire, c'était un travail rétrospectif, on n'a pas pu mettre en culture ces salives pour voir si ce virus était réplicatif. Alors maintenant qu'on a brossé le tableau clinique, on sait faire le diagnostic, on sait ce qu'on redoute, on peut parler maintenant de comment on fait. Alors comment on fait pour prendre en charge un comptage, et puis après comment on fait pour prendre en charge une rougeole. Alors prendre en charge un comptage, c'est hyper stéréotypé. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Il y a 2 questions, plus ou moins un texte. Alors, c'est quoi les questions? Est-ce que vous avez fait une rougeole? Si vous avez fait une rougeole, on vous considère comme protégé. La première fois que j'ai posé cette question, on m'a dit oui. Le papa de la patiente était neurologue. Il m'a dit oui, ma fille a fait une rougeole. Et en fait, la patiente a fait une rougeole. La rougeole n'était pas une rougeole. Donc, le papa n'avait pas fait le bon diagnostic. En fait, ce n'était pas noté dans le carnet de santé. Donc, il faut une rougeole notée par un médecin qui sait reconnaître la rougeole et qui l'a bien notée dans le carnet de santé. En tout cas, pour la loi, si la patiente rapporte et a dans son carnet de santé noté une rougeole, eh bien, elle est considérée comme protégée. Alternativement, est-ce que vous avez bien reçu 2 doses de vaccin contre la rougeole? Si oui, vous êtes protégé. En cas de doute, on peut essayer de réaliser une sérologie pour tester la présence d'anticorps anti-rougeole. Mais attention, il ne faut pas dépasser le délai qui va nous permettre de donner, dans situation de comptage, les immunoglobulines. Donc, il faut avoir disponible un sérum de début de grossesse et il faut avoir un laboratoire merveilleux et réactif qui est capable de nous rendre cette sérologie dans les temps et de ne pas nous faire perdre la fenêtre temporelle où on peut administrer les immunoglobulines. Dans le cas contraire, comme pour la varicelle, il faut s'en passer et privilégier la sécurité. Et donc, si on considère que la patiente n'est pas immunisée, eh bien, il faut proposer des immunoglobulines. La rougeole, ce n'est pas la varicelle. Tout le monde sait pour la varicelle que c'est des immunoglobulines spécifiques, que les polyvalentes ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour la rougeole, les immunoglobulines polyvalentes marchent très bien. Alors pourquoi on les donne? On les donne parce qu'on ne peut pas donner le vaccin vivant atténué. Un adulte non protégé, immunodéprimé, un adulte non protégé, pardon, et dans certaines situations qu'on va revoir, doit recevoir, s'il a un comptage avéré, un vaccin dans les 72 heures. Et ce vaccin lui évitera de faire une rougeole. Mais c'est un vaccin vivant atténué, la femme enceinte ne peut pas le recevoir, elle est à risque de forme grave. Donc comme les immunodéprimés, comme les petits nourrissons de moins de 6 mois, elle doit recevoir les immunoglobulines polyvalentes. 0,4 g par kilo en une injection nivelante. C'est une perfusion d'immunoglobulines. Donc ça se fait en milieu hospitalier, ça se fait généralement pas en maternité. On travaille ensemble, mais si on s'est trompé sur le terme, on n'a pas du tout envie de trimballer une femme enceinte potentiellement contagieuse en maternité. Donc on l'exfiltre, on la prend masquée en médecine ou en maladie infectieuse. Et on fait la perfusion avec du paracétamol, une dose de polaramine avant, on passe doucement et ça se passe très bien sur quelques heures. On lui dit bien ce qu'il faut faire en cas d'échec. Si elle se met à tousser, à moucher ou à avoir de la fièvre, elle vient voir son infectiologue préféré en appelant son obstétricien, mais en évitant les urgences. Ces immunoglobulines, elles sont efficaces. Elles sont efficaces si elles sont données dans les 6 jours suivant le comptage. Et elles évitent 70% des cas de rougeole. Plus elles sont données tôt, plus elles évitent constamment la rougeole. Et dans tous les cas, si vous faites une rougeole, elle sera atténuée par rapport à ce qu'elle aurait été. Moins de formes graves, moins de fièvre,
moins de pneumonie virale. Donc ça vaut le coup et il faut se battre pour le faire. On les donne dans les 6 jours suivant le comptage. On pourrait plaider pour les donner entre 6 et 10 jours parce qu'il y a des données qui suggèrent l'atténuation de la gravité tant que la rougeole n'est pas sortie. Un peu comme la varicelle aussi, c'est vraiment des maladies sur lesquelles on réfléchit presque pareil en termes d'immunoglobuline. Alors on se rappelle bien, hein, pas de vaccination pendant la grossesse, mais il faudra faire la vaccination quand elle accouche, si tant est qu'on a laissé passer les anticorps, parce que évidemment si on donne l'antigène de la rougeole et qu'il y a encore les anticorps polyvalents, ben, le vaccin ne marchera pas. Donc il faut laisser la clairance des anticorps, 120 jours c'est 3-4 mois. On dit au moins 3 mois après les immunoglobulines, ça suffit pour marcher. On n'oublie pas ça. Voilà, donc normalement on a fait ce qu'il faut, on n'a pas eu de rougeole. Mais si on n'a pas pu, si c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait? Alors à nouveau, c'est très stéréotypé, on isole les femmes, c'est un isolement en tout cas air. Il ne faut pas oublier cet isolement air, parce que la transmission ne se fait pas simplement sur des gouttelettes de sludge, c'est aussi du virus sur des microparticules. Et donc c'est bien un isolement air comme la varicelle, comme la tuberculose. Ce n'est pas juste un masque chirurgical, c'est le masque FFP2. Et Julia l'a dit, c'est au moins jusqu'à 5 jours après l'éruption. Après, il n'y en a plus dans le pharynx, normalement. Mais il faut quand même discuter chez les femmes enceintes. Ça, c'est un autre point qui nous avait vachement intéressés dans le travail qu'on avait fait tous ensemble. C'est que les femmes enceintes sont probablement excrétrices, alors je ne sais pas plus fort, mais en tout cas plus longtemps. On avait retrouvé que l'excrétion virale dans la salive était constante à J15 et se poursuivait jusqu'à J28 chez les femmes chez qui ça avait été réalisé. Alors qu'en population générale, et ça c'est bien écrit, il y a plus que 20% des gens qui excrètent à J14 et plus personne n'excrète au-delà de J20. Donc elles excrètent plus longtemps et ça questionne quand même le fait de maintenir l'isolement air plus longtemps chez une femme qui serait hospitalisée à ce titre. Et si elle revenait après dans un circuit de maternité. On n'a pas la réponse à ces questions, mais depuis ce travail, on est vigilant et on aurait tendance à préconiser une répétition de la PCR avant de lever les mesures d'isolement respiratoire. On sait tous qu'il n'y a pas de traitement antiviral disponible et que finalement, coucouner une femme qui a une rougeole, c'est faire baisser la fièvre, c'est la câliner, la chouchouter, éviter qu'elle sorte de sa chambre et, comment fais-je pour repartir en arrière, voilà, et surveiller la surinfection bactérienne. Si elle reste fébrile, on a J3, J4, on se rappelle, on hante le service d'obstétrique, on la garde en infectiologie et on traque la bronchite, la pneumonie. Et on traite. On ne traite pas systématiquement, on traite sur des signes d'appel. La déclaration obligatoire, je vous le rappelle, mais Julia a largement insisté. Et sur le plan obstétrical, mais je ne suis qu'infectiologue, les obstétriciens nous sollicitent souvent sur est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut, et comment, dans cette maladie virale où on voit bien que la femme enceinte est moins robuste, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut mettre des corticoïdes? La réponse est oui. Mettez les corticoïdes pour la maturation du poumon fœtal. Il n'y a pas de données et notre expérience sur quand même un certain nombre de cas et beaucoup d'appels sont que ce n'est pas délétère. Et si vous voulez tocoliser, vous le faites sur les indications que vous décidez. Et le fait qu'il y ait une rougeole et le fait qu'elle soit enceinte, pour nous, ne modifie pas votre stratégie. Alors, j'ai mis pris en charge une rougeole maternelle, mais j'avais dû mettre le nouveau-né. Alors, le nouveau-né. Si maman a fait une éruption dans les 10 jours précédant l'accouchement, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut donner, dès la naissance, dès que ce petit sort du ventre, les immunoglobulines polyvalentes. Les néonates sont au taquet et on prépare les immunoglobulines et on les administre immédiatement. Ça fait consensus parce qu'on sait la gravité de ces rougeoles qu'on appelle congénitales en l'absence d'immunoglobulines qui ont transformé le pronostic. C'est-à-dire que ces enfants, ils sont suivis en néonates, ils sont surveillés comme le lait sur le feu, ils ne feront pas de rougeole et s'ils en font, elle ne sera pas grave. Et on a malheureusement eu une expérience neckérienne commune avec le service de maternité et de néonates, des bébés qu'on a traités et surveillés. Et ça se passe bien. Et 2, on a même raconté le devenir à long terme de ces enfants traités par immunoglobuline à la naissance sur une dizaine d'enfants, avec un recul à 2 ans, et ces enfants vont bien. Je passe sur le diagnostic du nouveau-né, puisque Julia, tu en as parlé. J'insiste sur ce point en gras qui paraît trivial, mais qui ne l'est pas. Et nous, infectiologues, on a beaucoup d'appels sur ce qu'il faut faire d'une maman et de son bébé. Est-ce qu'il faut séparer la mère de l'enfant puisqu'elle tousse encore? Et la réponse est non, 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 jamais non.
puisque le bébé a reçu le virus in utero, le bébé a la solution qui sont les immunoglobulines, et puis on est d'accord qu'on fait tout pour ne jamais séparer une maman de son bébé à la naissance, c'est absolument crucial. Et donc notre position d'infectiologue, c'est d'abonder dans le sens des néonates et des obstétriciens, et de ne jamais séparer la maman de son bébé, sauf les rarissimes tuberculoses bacillifères multirésistantes. En revanche, le couple maman-bébé, on l'isole du reste de la maternité, on les enferme. On va les voir, mais elles sont isolées du reste de la maternité pour éviter la transmission. Et bien sûr, la maman allaite son bébé, ce n'est pas le sujet. Et on mentionne cette rougeole dans le carnet de santé pour les raisons que je vous ai détaillées. Alors un point sur l'entourage. Souvent, vous nous appelez pour l'entourage et on aime bien vous rappeler ou mettre en œuvre que la vaccination doit s'opérer dans les 72 heures pour le mari qui n'a pas fait la rougeole et qui n'a pas de dose de vaccin ou une seule dose de vaccin. Pour les enfants, et donc je vous remets les schémas, généralement on adresse l'enfant FISA à son pédiatre pour rappeler qu'un enfant de 6 à 9 mois peut recevoir le monovalent rougeole, puis reprendre ensuite son schéma ROR habituel. Il ne peut pas recevoir le trivalent avant 9 mois. Et s'il a 9 mois justement, eh ben on commence tout de suite le trivalent s'il n'avait pas reçu, et puis on complète la deuxième injection. Puis les professionnels de santé, et ça c'est le sujet en maternité comme en infectiologie, eh bien on rappelle que celui qui n'a pas d'antécédent de rougeole et qui n'a pas reçu ces 2 doses, eh ben on lui fait au moins une dose. Et on fera même les 2 doses en cas de cas groupés dans une maternité. J'en ai pas eu l'expérience personnelle, heureusement, autour de clusters de professionnels. Je vous rappelle que dans les 72 heures, ça évite la maladie. Et puis que, après, au-delà des 72 heures, le vaccin reste recommandé parce qu'il faut mettre à jour les sujets. Je vous ai rappelé ici, mais on peut passer les indications des immunoglobulines polyvalentes. Je crois que je m'écarte de mon sujet et qu'on a longuement parlé, mais vous lirez les slides. Et c'est important, s'il y avait dans l'entourage d'une femme enceinte un sujet immunodéprimé, de se rappeler qu'il faut l'adresser à un interniste, à un infectiologue, pour que cet immunodéprimé, en fait, quels que soient ses antécédents de rougeole, puisse bénéficier de son shoot, on va dire, d'immunoglobulines autour de cette infection très hautement contagieuse. Alors, voilà, les messages à retenir. Julia, tu veux insister sur tes messages? On peut les énumérer ensemble. Oui. Pour toi, oui. Alors, le diagnostic de certitude, tu l'as martelé, repose sur la combinaison, tu veux le dire? Entre la détection des IgM, mais aussi la biologie moléculaire, donc l'identification du virus par RT-PCR. Voilà, ne pas oublier que les rougeoles post-vaccinales existent, il n'y a pas de complications, donc il ne faut pas s'affoler, mais pour que l'on puisse faire la différence entre une rougeole à virus sauvage et une rougeole post-vaccinale, la différence pour le suivi clinique et pour les conséquences cliniques est énorme. On peut identifier donc le génotype A et il est nécessaire de le faire pour que l'on puisse conclure. Voilà, je vous rappelle cette histoire de titre d'anticorps qui est associé à une certaine protection, donc des anticorps qui sont neutralisants si le titre d'IgG totaux est rendu supérieur à 120 milliunités par millilitre. Et donc attention à la surinterprétation de la présence de ces anticorps. Alors, un petit truc qu'on ne vous a pas dit, mais qui est très important pour le futur de la rougeole, en tout cas en France, la vaccination ROR est obligatoire chez les enfants nés à partir de janvier 2018. Donc peut-être que cette obligation vaccinale va éventuellement nous amener à voir de moins en moins de virus de la rougeole donc circuler. Que la protection, donc, comme tu l'avais aussi dit, est la preuve donc, des 2 doses de vaccin ROR ou alors le diagnostic de rougeole dans l'enfance noté dans le carnet de santé. On ne vous a pas parlé éventuellement de diagnostic différentiel, donc attention, une éruption morbilliforme, ce n'est pas toujours une rougeole, donc il faut surtout, donc éventuellement je te laisserai dire pour compléter le diagnostic pour être sûr que c'est une rougeole. Et puis donc cette histoire de risque de réémergence du virus de la rougeole en post-pandémie Covid-2019. Et puis éventuellement si tu as d'autres messages cliniques à rajouter, Caroline. Alors je vais rebondir sur ce que tu as dit, et je vais préciser quelque chose sur les vaccins et après je vais essayer de synthétiser la partie clinique. Rebondir sur ce que tu as dit,
les diagnostics différentiels d'une éruption morbilliforme. Il y a les diagnostics non infectieux, la toxidermie médicamenteuse, mais c'est un diagnostic d'élimination. Donc ce n'est pas un sujet pour nous en fait en pratique, c'est toujours un diagnostic d'élimination. Après, il y a la rubéole. C'est important pour vous. Et c'est très important puisqu'on rappelle que 10% des femmes en âge de procréer aujourd'hui ne sont pas protégées, n'ont pas reçu ce vaccin, donc ont aussi un risque de rougeole et rubéole. Après, il y a des éruptions plus rares et qui sont moins un sujet, comme la HV6 qui est moins un sujet pour vous. Le B19 a un profil d'éruption assez différent. On décrit chez l'adulte des maillages à grande maille, des joues claquées, mais qu'on décrit plutôt chez l'enfant. Et puis une éruption à grande maille qui ressemble à une sorte de marbrure chaude à grande maille, notamment sur les genoux, qui est assez différent en fait de la sémiologie de la rougeole. Et puis les fièvres éruptives avec les vésicules sont plus l'apanage des herpès virus au sens large, que ce soit le VZ ou l'HSV. Donc c'est les principaux diagnostics différentiels. La toxoplasmose, c'est exceptionnellement éruptif, donc c'est moins un sujet en pratique. Comme on a parlé de vaccination, il y a un point qu'on aime rappeler. Si vous choisissez le sujet vaccin, vous en reparlerez, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de glisser que tous les vaccins vivants atténués, vous savez, ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte, mais il n'y a jamais eu de fétopathie post-vaccination par un vaccin vivant atténué. C'est important de le rappeler. Il n'y a pas eu, après un ROR, de rubéole congénitale. Et donc, il y a quand même toujours un message de réassurance. Et il y a un vaccin vivant atténué qui est toujours à l'inverse des autres, c'est le vaccin fièvre jaune. Celui-là, il faut le faire chez une femme enceinte qui part en zone de transmission. Il y a plein de données de sécurité maintenant dans plein de pays d'Amérique latine et d'Afrique subsaharienne. Et à l'inverse, celui-là, à l'inverse de tous les autres, il est interdit pendant l'allaitement, alors que tous les vaccins vivants atténués sont autorisés pendant l'allaitement, pas la fièvre jaune qui donne des encéphalites vaccinales. Donc ça, c'est le petit point sur la vaccination ROR et les vaccins vivants atténués. Et puis si on devait terminer avec des grands messages sur la rougeole clinique, se souvenir que la rougeole, c'est grave chez l'adulte, c'est encore plus grave chez la femme enceinte, à cause des pneumonies, à cause des complications obstétricales en lien avec la prématurité induite par l'infection à la phase aiguë de l'infection, les séquelles, enfin le poids sur les pertes fétales, les morts fétales in utero, le poids sur le fœtus avec les infections néonatales, congénitale, et puis ce passage retardé qui est une boîte de Pandore qu'on est en train de découvrir, on ne sait pas ce que ça va donner à long terme. Et donc cet enjeu pour nous tous, dès qu'on peut attraper une patiente avec un désir de grossesse, de vérifier qu'elle est bien vaccinée pour éviter toutes ces choses assez stressantes qu'on vous a décrites. Toujours un gros stress, une rougeole chez une femme enceinte. Et on s'appelle souvent beaucoup, c'est souvent le soir et le week-end ou pendant les vacances. Et ça, voilà. Si on peut éviter ça, c'est toujours mieux. Voilà. Merci beaucoup, vraiment c'était passionnant. Alors on va lancer la discussion. Alors je fais signe à nos réalisateurs de SOE événements qui nous ont beaucoup aidés sur la mise en place de ce webinaire. Donc surtout n'hésitez pas à faire appel à eux si vous avez des événements à organiser. Si jamais vous voyez arriver des questions des auditeurs, vous me les faites passer bien entendu. On a le professeur Valérie Biran qui est professeur à l'hôpital Robert Debré, qui est pédiatre, qui est avec nous en visio, qui peut éventuellement nous donner son expérience, son avis sur ce sujet particulier des nouveau-nés. Valérie? Oui, bonjour, merci à ce webinaire. Donc, désolée pour être en distanciel, mais en tous les cas, j'ai adoré les deux topos qui étaient extrêmement complets que vous avez présentés. Donc, je ne sais pas si j'aurai encore des questions, mais c'était tellement complet. Voilà. Moi, après, d'un point de vue personnel, il y a en effet très peu de cas de rougeole en réanimation néonatale. Donc, j'en ai connu un. Bon, je suis pas non plus, j'ai pas une expérience pendant 50 ans, mais c'est très rare. Mais en tous les cas, c'est extrêmement stressant dans les maternités quand une femme, en effet, présente une rougeole pour la prise en charge de son nouveau-né, mais qui est parfaitement codifiée et comme on vous l'a déjà parfaitement présenté dans ces deux exposés. Merci Valérie. Effectivement, je crois que c'était vraiment extrêmement clair et on ne peut que insister sur la gravité. Et quand on voit les chiffres que tu as montrés, le taux de prématurité, de fausse couche, le taux de forme grave chez le nouveau-né, c'est quand même rare qu'une maladie pendant la grossesse soit aussi grave que la rougeole. Et c'est quelque chose qui est assez méconnu, d'où l'importance de faire ce webinaire. Et surtout, comme tu l'as très bien dit, Julia, si
l'épidémie, la pandémie Covid a entraîné des problèmes de vaccination. C'est vraiment quelque chose auquel on risque d'être exposé dans les semaines, dans les années à venir peut-être. Et en sachant que comme on est un peu dans une médecine aseptisée, je crois que nos internes qui sont en première ligne aux urgences, finalement, quand ils voient une éruption, ne pensent pas forcément à la rougeole. Et ça, c'est un vrai problème. On a eu des cas de rubéole, nous, d'authentiques rubéoles malformatives chez des patients qui avaient fait une éruption, chez qui les médecins avaient dit que c'était une allergie à la lessive. Donc, l'éruption chez la femme enceinte, comme tu l'as très bien dit, est vraiment quelque chose qu'il faut prendre très, très, très au sérieux. Et notamment, et puis aussi, on a parfois des mauvais réflexes, nous les cliniciens. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on va faire une prise de sang et faire une PCR dans le sang. C'est pas du tout une PCR dans le sang qu'il faut faire. Il faut faire au nasopharyngé, comme tu l'as dit, voire ou dans la salive. En cas de doute, vous appelez le labo. Oui, on va vous dire, voilà, ce qu'il faut faire. Donc, si vous n'avez pas ça dans la poche, vous appelez le labo. Voilà, donc c'est très bien écrit dans le livret pratique de l'infectiologie périnatale. Et effectivement, le côté PCR salivaire ou les anticorps salivaires, etc., sont extrêmement importants. Je me souviens à Louis Mourier, je crois que c'était il y a 3 ans, il y avait une épidémie de rougeole dans un camp de Rome, et donc les patients étaient venus recevoir leurs injections d'immunoglobulines. On avait organisé un petit circuit pour ça, et ça c'est vraiment extrêmement important. La première rougeole que j'ai vue, c'était une dame qui avait une pharyngite et qui avait pris de la josacine. Et 3 jours après, on me l'adresse pour toxidermie à la josacine et muguet. Et alors le muguet, c'était le coplique, et la toxidermie à la josacine, c'était la rougeole. Ouais. Ça, c'était la première rougeole femme enceinte que j'avais vue comme chef de clinique. C'est joli, hein? Oui. Voilà, c'est joli. C'est instructif. Et elle était passée par les urgences polyvalentes, puis les urgences obstétricales. Et après, elle est arrivée voir une infectiologue. Alors vous avez été tellement clair que pour l'instant, on me dit qu'il n'y a pas de questions parmi tous les... avec Christelle, le côté biologique. Pour les pour Julia et puis pour les pédiatres. Donc d'abord, merci parce que de votre enthousiasme à nous transmettre ces messages extrêmement importants. C'était très, très agréable, très instructif. Est-ce que, Julia, est-ce qu'on a des éléments pour penser que nous aussi, en France et en métropole, on a du coup un retard à la vaccination des petits là, depuis 2 ans, et pas seulement dans les pays émergents? Est-ce que ça nous pend au bout du nez ou pas? Oui, je pense que le retard qu'on avait dans la vaccination est stable, dans le sens où donc on est toujours à donc 85% des personnes vaccinées. Et puis je rappelle, ça on ne l'a pas vraiment dit, mais c'est 95%. Donc il faut atteindre de couverture vaccinale pour que l'on puisse arrêter la circulation du virus. Donc ça c'est dans la population générale. On espère qu'avec la mise en place d'une vaccination obligatoire chez les enfants à partir de janvier 2018, donc on est à l'abri des grosses épidémies, d'importantes épidémies chez les tout-petits, mais les données, donc il y a eu un retard qui a été rattrapé par les médecins, donc un petit peu comme en Angleterre. Donc on a vu la courbe qui a baissé pendant le confinement et qui est vite remontée. Donc je pense qu'on est dans une situation stable. Mais cette situation stable, attention, on n'était pas à l'abri. Donc la France, elle était dans une situation épidémique avant l'arrivée du Covid-19. Je ne pense pas que cette pandémie a arrangé les choses. Donc je pense effectivement qu'il y a un danger. Donc attention, rappelez pour la vaccination, rappelez les petits, rappelez les jeunes femmes, rappelez donc tout le monde, contrôlez et puis regardez si tout le monde est bien vacciné avec 2 doses. Voilà. Et puis, je ne sais pas si je te laisse poser la question, mais il y a 2 messages, 2 choses importantes que je voulais donner, et puis peut-être même une question pour vous en tant que pédiatre. Premièrement, donc, ce risque d'épidémie qui peut éventuellement repartir en France, voilà. Et puis, donc après les épidémies successives qu'on a eues en 2011, qu'on a eues en 2018, 2019, donc le risque de complications PES, donc de panencéphalite sclérosante subaiguë chez les enfants, même si elle est rapportée comme étant très rare, attention, elle peut être présente. Et puis donc le diagnostic il n'est pas facile, donc les neuropédiatres doivent rester vigilants. Donc voilà à quoi j'ai pensé là pendant que je vous parlais. Je te laisse. Alors non, mon autre petite question, parce que c'est une question qui m'a déjà été posée par rapport à la rubéole, donc c'est plutôt pour
Valérie ou toi Caroline. Une maman a fait la rougeole, on a donc noté dans le carnet de santé de ce bébé et donc 9 mois plus tard on nous pose la question, est-ce que cet enfant peut recevoir l'aurore? C'est pas une... Il faut. Oui, il faut, on est d'accord. Confirmer que le fait d'avoir fait une rougeole en cours de grossesse ne dispense pas de la vaccination et n'est pas à risque. Non. Un n'est pas à risque, deux, il faut. Et on a pour le coup la même, je pense que peut-être vous voudrez commenter aussi, la même histoire pour la varicelle. Les enfants dont la mère a fait une varicelle pendant la grossesse, et ces enfants qui font par exemple, ils font un zona à 2 ans de vie quand ils ont perdu l'immunité humorale protectrice de leur maman. Et en fait, ils refont une varicelle après, comme si vraiment ils n'avaient aucune immunité protectrice et qu'ils ont finalement pas... Ils ne sont pas protégés, quoi, tout simplement. Et donc, ces enfants vont finir par refaire une varicelle. Et donc, de la même manière, ces enfants qui ont explosé à la rougeole de leur maman, ils ne sont pas protégés. Et ils n'ont pas monté de bonnes réponses anticorps. Et il faut en refaire. Je ne sais pas ce que vous pensez d'un point de vue pédiatrique. Oui, on est complètement, on adhère aussi à cette prise en charge avec, en effet, la nécessité de suivre le schéma vaccinal à partir de 12 mois. Nous aussi, on est un peu inquiets. C'est vrai que pendant la première pandémie en mars 2020, donc on a beaucoup d'enfants, de parents qui nous ont appelés, qui avaient un retard sur les calendriers vaccinaux. Donc c'est vrai qu'on espère qu'ils ont pu tout rattraper avec les PMI, les médecins en libéral, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, comme vous dites, Julia, qui a une petite résurgence. Tout à fait. Après, je ne sais pas si je peux rebondir un petit peu sur le sujet de la vaccination, puisque c'est un sujet que vous allez aborder prochainement. C'est soumis au vote. Voilà, donc soumis au vote. Donc c'est pour vous donner envie, donc pour les recommandations de vaccination, si on est dans une situation épidémique, donc l'âge de la vaccination peut être baissé. Je rappelle que dans les recommandations actuelles en France, première dose, c'est 12 mois. Donc pas plus tôt parce que donc, le système immunitaire du nouveau-né est immature. Donc on commence à 12 mois, une deuxième dose jusqu'à 2 ans, donc à 18 mois, il est recommandé de faire cette deuxième dose. Alors si on est en situation épidémique, l'âge de la vaccination peut être baissé à 9 mois. Mais le schéma vaccinal doit être repris à 0 à partir de 12 mois. Donc c'est voilà, quelque chose qu'il faut retenir. Merci beaucoup. Je crois qu'on a 2 questions qui sont apparues sur le forum des personnes qui nous font l'honneur de nous suivre. Il y a 3 questions. La première, c'est une question tout à fait pratique, c'est le kit de diagnostic dont tu as parlé. Par qui il est fourni, comment on le trouve? Est-ce qu'il est aux urgences? Est-ce qu'il est... Oui, effectivement. Alors, le kit diagnostic, c'est donc le kit salivaire pour réaliser le prélèvement, le fameux prélèvement, donc récupérer le liquide buccal pour l'envoyer. En fait, ces kits sont au départ destinés aux médecins généralistes isolés qui peuvent récupérer auprès de l'ARS de leur région ces kits-là. Normalement, ces kits ont été aussi mis à disposition dans les services d'urgence, mais ils ne sont pas toujours disponibles car en fait, ils ont un terme, un délai en fait, d'utilisation, donc on ne peut pas les garder en dehors des épidémies. Et donc, ce qu'il faut, c'est ou faire appel à un laboratoire où vous allez faire les prélèvements classiques et si besoin pour un tout petit ou dans une situation de personnes isolées où il faut qu'on se déplace pour faire le prélèvement, effectivement, appelez l'ARS de votre région et demandez, expliquez la situation, on va vous mettre à disposition les kits. Sinon, on peut prendre un écouvillon virologique classique. Non, on ne peut pas prendre alors, les bactériaux, je sais que ce n'est pas possible. Alors, les bactériaux, ce n'est pas possible. Je l'avais plus ou moins mis dans la diapositive voilà, qui concerne les types de prélèvements. On peut réaliser un écouvillonnage donc, des voies respiratoires ou un écouvillonnage de gorge déchargé dans un milieu de transport virologique, mais pas de juste écouvillonner la bouche et considérer qu'on a fait un prélèvement salivaire. Donc oui, ça ne correspond pas au prélèvement salivaire. C'est un écouvillonnage de bouche. Super. Il y a d'autres questions qui étaient apparues. Une qui concerne la sérologie. La question est, quid de la sérologie pour savoir si le patient est vacciné, car c'est très fréquemment demandé avec les anticorps anti-ourayons. Anti-ourayons. Oui.
Alors, donc, comme on l'avait dit, et c'est pour ça qu'on insiste dans les recommandations en fait en France, c'est surtout la preuve qu'on a reçu les 2 doses de vaccin. Alors, si on veut voir s'il a été vacciné, on ne sait pas quand, on ne sait pas si c'était une dose, et puis le nombre de cas de rougeole chez les personnes vaccinées une dose est assez important. On considère que c'est une vaccination incomplète. Alors, quand on fait quand même la sérologie et qu'on a des IgG, vous avez vu, ça correspond au fait qu'on est immunisé. Mais est-ce qu'on est protégé? Ça, on ne le sait pas. Donc la corrélation présence d'IgG, quel titre avec la protection, ça on ne sait pas. Donc là, en France, dans les recommandations, c'est vacciner 2 doses avec les dates dans le carnet de vaccination. Ou alors donc, avoir fait la rougeole. Si on a une sérologie positive, est-ce que maintenant on peut faire comme le Covid, on fait quand même une dose au cas où? Alors, si on a, on peut effectivement, pour protéger, on peut faire. Si c'est une 3e dose, comme Caroline l'a dit, c'est pas grave. Il n'y a pas de risque de recevoir une 3e dose de ROR. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, pourquoi s'en priver quand on sait à quel point on peut nous protéger ou protéger le patient ou la patiente quand on administre donc cette 3e dose. Super, bien, merci beaucoup. On va bientôt terminer cette soirée. On voit que vous êtes passionnés, donc c'est passionnant. S'il y a d'autres questions qui arrivent dans les secondes à venir, n'hésitez pas. Voici le moment de faire l'annonce de qui va avoir la bourse de Master 2 pour l'année prochaine, donc l'année qui commence là en fait. Oui. La bourse de recherche du GRIG de 5 000 € pour les Master 2 dans une thématique d'infectiologie périnatale. Et donc la personne qui d'ailleurs n'est pas au courant et qui peut-être est en train de regarder, c'est le docteur Bréban. Docteur Bréban qui est une interne de maladies infectieuses, qui va faire son Master 2 sur l'infection SMV et notamment sur arriver à mettre au point une technique pour faire une sérologie sur papier buvard. Alors les PCR sur papier buvard, c'est quelque chose qui marche bien et qui a été notamment développé par quelqu'un que je connais bien qui est à peu près en face de moi, le docteur Vouloufelous. Et là, il s'agit de faire des sérologies sur papier buvard. Oui, alors pourquoi des sérologies sur papier buvard? Alors c'est au-delà du CMV et d'ailleurs, on va peut-être même commencer par le Covid. Il y a un intermède purement recherche d'avoir un outil de prélèvement qui va être plus simple, notamment chez les nouveau-nés, pour étudier le passage transplacentaire des anticorps. Et c'est sa première mission, ça va être de regarder finalement le pouvoir neutralisant des anticorps transmis par la maman au bébé en faisant un prélèvement type carton de Guthrie à ses enfants. Ça va éviter la ponction veineuse. Au-delà de l'aspect recherche et puis également un aspect épidémiologique, on envisage également de se dire que ça va être des supports de prélèvement plus faciles à utiliser pour les études séroépidémiologiques. On pense également aux patientes qui n'ont pas d'accès facile à des laboratoires d'analyse, notamment dans nos départements d'outre-mer, et donc qui ne bénéficient pas du suivi sérologique actuellement qui est proposé aux patientes, et de pouvoir leur proposer cette sérologie sur papier buvard qu'elles pourraient faire elles-mêmes, mettre dans une enveloppe, envoyer à la poste au laboratoire pour avoir les sérologies que l'on fait habituellement, la toxo, le CMV, la rubéole et d'autres. Donc ça peut vraiment avoir un impact clinique. Autant vous dire que Diane a beaucoup de travail et elle présentera les résultats de ce travail, bien sûr, à l'occasion d'une prochaine journée d'infectiologie périnatale organisée par le GRIG. Probablement pas 2022, mais 2023. C'est l'occasion de dire que cette journée d'infectiologie périnatale est intégrée dans le congrès Paris Santé Femmes organisé par le Collège national des gynécologues obstétriciens français, qui est notre partenaire ce soir, que ça aura lieu au mois de janvier et que vous pouvez aller sur le site de Paris Santé Femmes pour soumettre des abstracts pour ce congrès. Il y a encore quelques petites questions qui sont survenues là, donc on va pouvoir en parler. Alors, première question... sur la vaccination. Donc la rougeole ou le vaccin contre la rougeole peuvent-ils être à l'origine de sclérose en plaques? Alors, c'est un fantasme que les vaccins déclenchent des scléroses en plaques. Et en fait, on n'a jamais pu retrouver d'association de surrisque de sclérose en plaques chez les personnes qui sont vaccinées. Le taux d'incidence de la sclérose en plaques chez les vaccinés et non vaccinés, c'est la même chose. Le fantasme, comme pour l'hépatite B, comme pour d'autres vaccins, vient du fait que cette infection, cette maladie auto-immune, survient dans une frange de la population, qui est l'adulte jeune, qui est aussi la cible de la vaccination. Mais l'incidence n'est pas supérieure chez les vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Il est vrai que dans
la découverte d'une maladie auto-immune, on retrouve souvent a posteriori des histoires d'infection virale et éventuellement de vaccination. Mais c'est la révélation au moment de quelque chose, d'un trigger infectieux, d'une maladie qui allait sortir de toute façon. Et on peut aujourd'hui, et des très larges études épidémiologiques ont été faites dans plein de situations, de challenges virologiques, de vaccins, de tout vaccin, l'hépatite B, la rougeole, tout ce que vous pouvez imaginer, qui ont bien démontré qu'il n'y a pas de surrisque de maladie auto-immune après une vaccination. Et donc on peut, sur la foi de ces papiers, rassurer nos collègues et tordre le cou aux anti-vax. En tout cas, ne pas retenir cet argument qui n'est pas pertinent épidémiologiquement. Merci, c'est clair. Donc ça, c'est vraiment un message extrêmement important. Alors, il y a d'autres petites questions qui sont arrivées. Question qui est tout à fait pertinente. Les 2 doses seraient suffisantes seraient suffisantes. Et pourquoi est-ce qu'on ne demande pas une sérologie rougeole finalement dans le bilan prénatal ou en début de grossesse? Alors, ça permet de rebondir qu'en tout cas, en préconceptionnel, on vérifie les vaccinations, dont celle-là. Ça, c'est vraiment important. Et la question, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une sérologie rougeole à ces femmes-là? En fait, on sait que la deuxième dose, c'est déjà pas une deuxième dose, c'est un rattrapage. Et donc, la première dose marche dans plus de 95% des cas. Et pour les 5% qui ne marchent pas, on fait une deuxième dose. Donc, le risque de ne pas avoir de réponse après une injection et la deuxième qui est non pas un rappel, mais bien un rattrapage pour les personnes qui n'auraient pas répondu à la première dose qui est censée être suffisante, eh bien, le risque après 2 doses, il est infime. Donc 2 doses égale protégée, ce qui me rappelle un peu la rubéole. 2 doses égale protégée. On ne fait pas de sérologie à une patiente quand elle a été rubéole, quand elle a été protégée 2 fois, donc c'est pareil. C'est très bien, c'est très clair. Il y avait d'autres questions. Il y a un monsieur qui fait part de son expérience dans un pays où l'Aurore se fait à 9 mois avec un rappel à 18. Ça, je pense que ça doit dépendre des politiques de santé. Des recommandations, oui, c'est déjà pas mal. On a eu ça en France à un moment donné. Il y avait une tentative pendant quelques années et ça n'avait pas bien pris. Alors, en fait, je pense que c'est la période de l'épidémie de 2011 où effectivement, pour protéger au plus tôt les enfants, donc on a commencé à faire la recommandation de vacciner dès 9 mois, ce qui était déjà très bien, avec un rappel à 18 mois. Alors, dans la nouvelle épidémie, donc là en 2018, la plus récente, on est revenu là-dessus pour essayer de protéger au maximum, puisque des observations ont été faites comme quoi certains de ces enfants, ils ont été effectivement infectés. Valérie, tu as des remarques par rapport à ces questions sur l'âge de la vaccination chez les nouveau-nés ou s'il peut se passer éventuellement dans d'autres pays? C'est vrai que le schéma vaccinal, il change souvent chaque année. En France, le calendrier vaccinal, il s'adapte régulièrement. C'est vrai qu'il est groupé à 12 et 18 mois parce qu'avant, ils ont quand même aussi pas mal de vaccins. Il y a les autres vaccins obligatoires, donc ça a été aussi décalé à 12 mois et 18 mois parce qu'il y avait juste le vaccin de la méningite à 12 mois en même temps et qu'avant, il y a tout ce qui est diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, etc., hépatite. Donc, c'est décalé, je pense, pour ça aussi. D'accord. Par rapport aux autres questions qu'il y a eu avant, parce que je dois avouer que comme tu n'es pas avec nous et qu'il y avait les images, je n'étais peut-être pas assez sollicité, mais n'hésite pas à intervenir pour compléter ce que l'on raconte. Caroline et Julien ont été parfaitement actifs dans les réponses. C'était super. Merci. Et donc, une dernière question, puis après, chacun pourra dire son petit mot de la fin. Alors, je vous préviens, Julien et Caroline, un mot pour conclure. Sinon, vous allez repartir sur une demi-heure telle que je vous connais. Vous êtes passionnés, c'est super. Mais ce sera juste un mot pour conclure. Et puis Valérie aussi. Donc, la dernière question qui a été posée sur le petit forum, là, c'était le risque malformatif de la rougeole. Donc, clairement, il n'y a pas de risque malformatif de la rougeole. Je crois qu'on ne connaît pas bien le taux de transmission materno-fétale, mais visiblement, ça passe quand même pas mal, surtout en péripartum, et c'est là où ça en fait la gravité. Mais en tout cas, il n'y a pas de syndrome malformatif comme on peut avoir avec le CMV, la rubéole ou d'autres virus. Donc Valérie, est-ce que tu as un petit mot-clé pour conclure de ton côté en tant que pédiatre et néonatologiste? La rougeole, ne pas oublier la gravité de cette pathologie infectieuse.
Merci Valérie. Et pour les néonatologues. Voilà, c'est vraiment une maladie qui nous concerne tous les quatre. Tu as parlé de 6 mains, mais je crois que c'est 8 mains. Oui. Si je compte bien, parce qu'il y a eu le biologiste, l'obstétricien, le pédiatre et l'infectiologue. Ça fait 8 mains. Je crois que tu avais oublié le biologiste. Mais... c'est le coup de fil, en fait. Voilà, on a besoin que d'une main. C'est ça, c'est 7 mains. Parce que, et encore. Voilà, merci beaucoup Valérie. Caroline? Moi, je voudrais peut-être insister sur un message plus général, que ça doit servir de leçon. Quand on voit une éruption, il ne faut pas oublier la question des vaccinations. Et ça, c'est vrai, toute pathologie confondue. Quand il y a une éruption, il ne faut pas oublier l'histoire de maladies infectieuses infantiles, il ne faut pas oublier l'histoire des vaccinations. Et si on se rappelle ça, on ne la loupera pas, parce qu'on y pensera. Super. Alors, un mot, je pense que je vais reprendre les mots de Christelle. Si vous n'avez pas le petit guide conduite à tenir du GRIG, surtout téléphonez au laboratoire pour nous poser les questions, pour faire le bon prélèvement au bon moment. D'ailleurs, c'est Julia qui a écrit le chapitre rougeole, évidemment. Oui. Voilà. Donc, Il y a les petits arbres décisionnels, il y a ce qu'il faut prélever comment, tout est écrit dans notre petit livret. Voilà. Et donc, je crois qu'on va conclure. Mais avant de conclure, est-ce qu'on a le résultat du sondage pour savoir quel sera le sujet du prochain webinaire organisé par le GRIG et le CNJOF? Alors, suspense, on va le voir dans quelques secondes. Voilà, en tout cas, on a des mots de remerciement. C'est très gentil. Qu'est-ce qu'il est chouette. Alors, tac, tac, tac. Donc, on a les 4 propositions. Qui a gagné? Le vaccin. On va voir ça dans quelques secondes. Donc, je vous rappelle, le site internet grig.fr, la page YouTube. On est sur LinkedIn aussi, avec beaucoup d'abonnés sur LinkedIn pour tout ce qui est l'actualité du GRIG d'infectiologie périnatale. Le congrès donc au mois de janvier. Et surtout, ce que je n'ai pas dit, ce qui est assez rare chez moi, il existe un diplôme universitaire de maladies infectieuses de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né pour lesquels les inscriptions sont actuellement en cours. Il y a des orateurs. Il y a des orateurs de très haut niveau dans ce DU, dont certains qui sont avec moi ce soir. Il y a Christelle, il y a Caroline, on y est tous les 4, donc c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de mémoire à faire, soyez rassurés, il y a juste à participer au cours avec un examen extrêmement difficile à la fin. Et vous avez bien compris que l'esprit... Et candidose. Non, 33%. Et 33 vaccins, c'est génial. Pardon. Toujours... Alors, du coup, il y a une égalité donc, entre vaccin et candidose. C'était pas déçu que l'hystéria soit... Ah mais non, mais j'adore les candidoses. Oui, c'est toi qui avais proposé le sujet. Tu vois que c'est une bonne idée. En tout cas, si vous êtes arrivé en retard ou si vous avez dû vous déconnecter, l'intégralité du webinaire va être disponible sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez le voir, le revoir sans problème et revoir même les anciens et l'ensemble des vidéos qu'on fait avec le GRIG pour aider à la pratique, l'aide pratique décisionnelle, de diagnostic, prise en charge, etc. Merci à tous. Merci. Et donc au prochain webinaire, donc il sera sur candidose, vu l'enthousiasme. Ou le vaccin. Je crois qu'on est parti. Voilà, on est parti pour candidose. Voilà. 2022, candidose et vaccin. Merci beaucoup, voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Valérie.